c'est un texte classique, qui est l'histoire d'un ruisseau de Élisée Reclus, cantalarchiste, grand géographe, auteur de La géographie et l'homme, un des premiers à avoir travaillé l'anthropologie à partir de la géographie. Parmi les innombrables ruisseaux qui courent à la surface de la terre et se jettent dans l'océan, ou se réunissent pour former rivières ou grands fleuves, celui dont nous allons suivre le cours n'a rien qui le signale particulièrement à l'attention des hommes. Il ne sort point des hautes montagnes chargées de glace. Ses bords n'offrent point une splendeur exceptionnelle de végétation. Son nom n'est point célèbre dans l'histoire. Il est charmant, mais quel ruisseau ne l'est pas, à moins qu'il ne coule à travers des marécages, rendus fétides par les égouts des villes, ou que ses rivages n'aient été gâtés par une culture sans art. Les monts d'où s'épanchent les premières eaux du ruisselet sont d'une élévation moyenne. Verts jusqu'au sommet, ils sont veloutés de prairies dans tous les vallons, touffus de forêts sur tous les contreforts et les pâturages, à demi voilés par les vapeurs bleuâtres de l'air, tapissent les hautes pentes. Une cime aux larges épaules domine les autres sommets qui s'alignent en une longue rangée en projetant des chaînons de collines entre toutes les vallées latérales. Les brusques escarpements, les promontoires avancés ne permettent pas de comprendre d'un regard l'ordonnance du paysage. On ne voit d'abord qu'une sorte de labyrinthe où dépression et hauteur alternent sans ordre. Mais si l'on planait comme un oiseau ou si l'on se balançait dans la nacelle d'un ballon, on verrait que les limites du bassin s'arrondissent autour de toutes les sources du ruisseau, comme un amphithéâtre, et que tous les vallons ouverts dans la vaste rondeur s'inclinent en convergeant l'un vers l'autre et se réunissent en une vallée commune. La chaîne principale des hauteurs forme le bord le plus élevé du cirque. Deux autres côtés sont des chaînons latéraux qui s'abaissent graduellement en s'éloignant de la grande arête, et quelques collines basses se rapprochent pour former le cirque parallèlement aux montagnes. Mais elles laissent une issue, celle par laquelle échappe le ruisseau. Différents par la hauteur, les monts le sont aussi par la nature des terrains. Le profil, l'aspect général, le sommet le plus élevé qui semble le pasteur de tout ce troupeau de montagnes, est un large dôme aux puissants contreforts. La masse de granit cachée sous la verdure se relève par le mouvement superbe du relief. D'autres cimes plus humbles montrent dans le voisinage leurs longues crêtes en dents de scie et leur déclivité rapide. Ce sont les assises schisteuses que le noyau de granit a redressées en se soulevant. Plus loin apparaissent des hauteurs calcaires coupées à pic et se continuant par de vastes plateaux faiblement arrondis. Chaque sommet a sa vie propre, dirait-on, comme un être distinct. Il a son ossature particulière et sa forme extérieure correspondant. Chaque ruisselet qui découle de leur flanc a son cours et ses accidents propres, son babil, son murmure ou son grondement à lui. La source qui naît à la plus grande hauteur et fournit la plus longue course jusqu'à la vallée est celle du pic le plus élevé. Bien souvent, dans les journées pluvieuses ou même lorsqu'un beau soleil éclaire les campagnes d'en bas, nous avons vu, d'une distance de plusieurs lieues, la fontaine se former dans les hauteurs de l'air. Une nuée blanche s'élève comme une fumée de la cime lointaine. Elle grandit, enveloppe les pâturages et s'effrange en flocons pourchoissés du vent. La montagne met son chapeau, dit le paysan. Et ce chapeau de nuages n'est autre chose que la source, sous une autre forme. Après avoir été nuage, brouillard, pluie traînante, elle va reparaître fontaine à quelques centaines de mètres plus bas, dans une crevasse de rocher ou dans un léger pli de terrain. En hiver et même au printemps, c'est comme neige que le vent dépose sur les hauteurs l'eau qui doit rejaillir du sol en source permanente. Les nuées grisâtres qui s'attachent au sommet ne s'évaporent point sans avoir laissé de traces de leur passage. À l'endroit où l'on voyait d'en bas le vert des pâtis s'étend maintenant une nappe éblouissante de neige. Cette blanche couche de flocons, c'est encore sous une nouvelle forme de nuages de vapeur qui se condensaient dans l'espace,
ce sera bientôt le ruisseau qui s'élance joyeusement vers la plaine. Le joyeusement est pas terrible. Tandis que la surface de la neige tombée se glace et surdurcit dans la froide atmosphère de l'hiver, surtout pendant les nuits, un sourd travail s'accomplit au-dessus du grand laboratoire de la montagne. Les gouttelettes que le soleil a fondues pendant le jour pénètrent dans le sol jusqu'au rocher, et de grains de sable en grains de sable, de cristal de quartz à molécules d'argile, descendent imperceptiblement le long des pentes. Elles se rapprochent, elles deviennent gouttes, puis se réunissent les unes aux autres. Ce sont des filets liquides qui glissent souterrainement au-dessus des racines du gazon, ou même dans les fissures de la roche sous-jacente. Puis, quand viennent les premières chaleurs de l'année, la neige se fond rapidement en eau pour gonfler les ruisselets cachés, et l'herbe que l'on dirait torréfiée par un incendie reparaît à la lumière et verdoie de nouveau. Si la montagne était fracturée de lézardes profondes, les eaux s'engouffreraient dans ses fentes et ne rejailliraient que bien loin dans la plaine, ou même elles ne ressortiraient point de la terre. Mais non, la roche est compacte et fendillée seulement à la surface. L'eau courante ne s'y enfonce pas, et voici que tout à coup, dans une dépression du sol, on la voit surgir en petits bouillons qui soulèvent les paillettes du sable, de sable fin, et balancent mollement les feuilles vertes du cresson. Certes, elle est peu abondante. La jeune source, surtout pendant les chaleurs de l'été, alors qu'il ne reste plus dans le sol que l'humidité des pluies et des brouillards, en se couchant par terre pour boire à la fontaine même, on la voit diminuer sous ses lèvres. Mais la vasque du ruisselet à demi tarie se remplit aussitôt, et son eau pure déborde sur la pente des pâturages pour commencer son grand voyage dans le monde extérieur. Je continue ? C'est magnifique. Non mais c'est incroyable. Non, c'est hyper beau. Très lyrique. Oui, mais c'est pas que lyrique. Alors, les reclus, c'est tout ça. Hein. C'est vraiment. Donc là, c'est le ruisseau de montagne, mais. C'est beau parce qu'il y a vraiment tout le cycle de l'eau. C'est ça, c'est ça. Donc tu as l'intelligence du savant et la beauté du style, quoi. Et puis quelqu'un qui sait percevoir esthétiquement aussi tout ça, quoi. Voilà. Alors après, il y a Eliot, c'est plus court. J'aime bien aussi, mais c'est pas pareil. Alors, le moulin sur la Flosse. Dans une vaste plaine coule la Flosse, dont le cours s'élargit se précipite vers la mer entre des rives verdoyantes, tandis que la marée semble avancer à sa rencontre pour lui barrer le passage par une amoureuse étreinte. C'est très classique, hein, tout ça. Portés par cette puissante marée, de noirs vaisseaux chargés d'odorantes planches de sapin, de sacs remplis de graines oléagineuses, ou de tas de charbon aux brûlants reflets remontent jusqu'à la ville de Saint-Og. Cette petite ville étale ses vieux toits rouges aigus, dont les pignons font face au quai. On voit que c'est une traduction parce que ça heurte, il n'y a pas la musicalité. Entre une colline basse et boisée et les bords de la rivière, jetant sur l'eau une douce teinte rosée sous les faibles rayons d'un soleil de février. Bien loin de chaque côté s'étendent de riches pâturages entrecoupés par des champs, dont les sombres sillons récemment couverts attendent les semences ou laissent les tendres tiges du blé semé en automne. On voit encore par-dessus les haies quelques restes des meules élevés en forme de ruches l'année précédente. De grands arbres surgissent de ces haies, et dans le lointain, les mâts de vaisseaux aux voiles déployés semblent se mouvoir à travers les massifs des frênes élancés. Tout près de la ville, la Ripoll vient rendre son corps tributaire de celui de la Flosse. Qu'elle est jolie, cette petite rivière, avec ses vagues brisées, sombres et miroitantes. Elle est pour moi comme une montagne vivante. Pendant que j'erre sur ses rives et que j'écoute sa douce voix, calme comme les accents affectueux d'un ami, je vois aussi le pont de pierre, ces grands saules baignant dans l'eau l'extrémité de leurs branches. Mais voici le moulin de Dorlcote. Arrêtons-nous un moment, ici, pour le regarder du pont, quoique les nuages menacent et qu'il soit déjà tard. Même en cette saison morte et nue de la fin de février, il est agréable à voir. Peut-être l'humidité du soir ajoute-t-elle quelque charme à la vue de cette habitation bien tenue et confortable, aussi vieille que les ormes et les châtaigniers qui l'abritent contre le vent du nord.
La rivière coule à plein à plein bord, actuellement. Elle envahit cette oseraie et submerge à demi les longues herbes de ses rives. Tandis que je contemple le ruisseau, le gazon touffu et le vert tendre de la mousse délicate qui adoucit la sécheresse actuelle des grands troncs s'élançant des haies dépouillées, je m'éprends cette humide fraîcheur. Je porte envie aux canards blancs qui plongent profondément leur tête dans l'eau, sans se préoccuper de l'aspect bizarre qu'ils présentent. Le mugissement de l'eau et le fracas des roues qui m'assourdissent me portent à la rêverie et font ressortir le calme de cette scène. On dirait un grand rideau de bruit qui me sépare du reste du monde. Voici maintenant un énorme chariot rempli de sacs de blé qui revient au moulin avec un roulement semblable à celui du tonnerre. L'honnête charretier pense à son dîner qui se dessèche tristement dans le four de cette heure tardive. Mais il n'y touchera pas avant d'avoir pourvu à celui de ses chevaux. Ces vigoureuses et obéissantes bêtes, aux 12 yeux, semblent lui jeter entre les œillères un regard de reproche de ce qu'il fait claquer son fouet d'une manière aussi effrayante, comme s'il était besoin de cet avertissement. Voyez comme ils raidissent leurs épaules en montant vers le pont avec d'autant plus d'énergie qu'ils se sentent tout près de la maison. Regardez ces grands pieds velus qui semblent se cramponner au terrain, la vigueur patiente de leurs coups tendus sous le lourd collier, les muscles puissants de leurs hanches. J'aimerais à les entendre hennir au-dessus de leur avoine et bien mériter à les voir, le cou humide et délivré du harnais, plonger leurs naseaux fumants dans le réservoir. Les voilà maintenant sur le pont. Ils redescendent d'un pas rapide et le chariot couvert disparaît en un tournant derrière les arbres. Je reporte de nouveau mes regards sur le moulin. J'examine la roue qui, sans se reposer, lance incessamment des gerbes de diamants liquides. Une petite fille l'examine aussi. Elle n'a pas quitté sa place au bord de l'eau depuis que je me suis arrêté sur le pont. Et ce singulier petit griffon blanc aux oreilles brunes a l'air de sauter et d'aboyer dans une colère inutile contre la roue. Peut-être en est-il jaloux, car sa petite maîtresse, sous son chapeau de castor, paraît très absorbée dans sa contemplation. Il serait temps, je pense, que cette petite fille rentre à la maison, où il y a un feu bien flambant pour l'attirer. J'en vois, grâce à l'obscurité croissante du ciel, briller la lueur rouge. Il est temps aussi que je cesse de m'appuyer sur la froide pierre de ce pont. Mais vraiment, je suis tout engourdi, je m'éveille, pressant de mes coudes les bras de mon fauteuil. Je m'étais endormi et je croyais être sur le pont devant le moulin de Dorcote, le voyant tel que je l'avais vu dans une après-midi de février. Il y a de cela bien longtemps. C'est marrant. Mais c'est vachement bien, il y a plein de textes. Mais bon, la traduction... Oui. Moi, Elliot, il m'emmerde. À chaque fois, il y a... Il y a toujours un petit truc qui est... Il est drôle, en fait. Je pense qu'il est toujours en second degré. Oui, mais il a de l'humour, c'est pour ça que j'essaie de le faire, tu vois, un peu. Et je pense qu'il y a beaucoup d'humour, c'est très corrosif. En fait, il se moque de ces images. Ouais, des caricatures, tout à fait. Mais alors, dans les traductions, le problème, c'est que quand tu lis Elliot, bon, des fois, il a des termes, on ne comprend pas trop. Mais là, la traduction, elle n'est pas assez, voilà. Non, il a la bonne petite vie rurale où il se passe plein d'horreurs, quoi. C'est un peu ça, Elliot. Ah non, ah oui. Non, mais... Je voudrais la couverture, en fait. Ah, tiens. Ça va, On c'est y pas est. vu. Ça s'appelle Relief, c'est une revue de géographe. Nickel, merci. Mais pas que, en fait, c'est vraiment très... Oui, c'est très large. Hein. Ah, elle est trop bien Et cette chaque photo. numéro, c'est dédié. Alors là, il y a ici il y a le Rien, fleuve mais et j'ai c'est trop aussi bien. Prairie, celui-là que j'ai acheté, je l'ai pas encore lu. Mais il y en a 13 qui existent. Et le nouveau, il s'appelle Vivant, Ah ouais. le dernier numéro. C'est Et sur le ils vivant. éditent aussi des cartes qui sont hyper belles, imprimées avec des techniques d'impression. Mais c'est très bien imprimé en plus. Hein. De toute façon, la revue, elle est imprimé. vachement... C'est vraiment des gens qui aiment les livres, qui aiment les objets papier. Les couleurs, c'est Et très la belle. couleur, Ah ouais, Tu l'as c'est super. acheté comment? Non, en librairie, tu la trouves. Oui, c'est diffusé, quoi. Enfin, c'est un peu connu. Ouais, il y en a même dans les grandes librairies. Absolument.